Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps pour moi de vous présenter les livres qui ont rejoint ma pile à lire dernièrement. Surtout que je me rends compte que là, le petit casier où c'est que je les mets est rempli. Donc voilà, je pense que ce sera un gros book haul, donc installez-vous confortablement, prenez une boisson ou quelque chose à grignoter. Et c'est parti, je vous présente tout cela. Et comme d'habitude, je commence avec les services presse. Donc tout d'abord, j'ai reçu Peggy Sue et les fantômes, donc le premier tome, Le jour du chien bleu. Et c'est de Véronique Grisot et Elodie Garcia aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai reçue en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour notre service presse. Après, cette BD est adaptée d'un roman. C'est pris des romans de Serge Brousselot. Voilà, je vous avoue que je n'ai jamais lu cet auteur et le fait que ce soit adapté en BD, je trouve que c'est une bonne occasion de découvrir l'histoire pour le coup et de voir comment c'est adapté. Je vous lis le résumé. Peggy Sue est une adolescente mal dans sa peau. Tout le monde la trouverait étrange car elle est la seule à percevoir les invisibles, des créatures fantomatiques malfaisantes qui passent leur temps à semer le chaos partout dans la ville et à terroriser les habitants jusqu'au moment où un soleil bleu apparaît en plein ciel et où les choses empirent. Ce sont les animaux désormais qui cherchent à se venger des humains. Peggy Sue réussira-t-elle à vaincre les spectres qui la hantent et ce chien bleu qu'elle croise l'aidera-t-il à retrouver une vie normale? Voilà, donc comme je vous dis, sur une BD, je pense que c'est plutôt adapté pour du jeunesse. En tout cas, moi, j'ai été très attirée par la couverture, je ne connaissais pas l'histoire de Peggy Sue. Et là, en plus, en période d'Halloween qui approche bientôt, eh bien, je me dis qu'une histoire avec des fantômes, ça peut être l'idéal pour la période. Et voilà, j'avais très envie de me lancer, surtout que, comme je vous dis, les illustrations m'attirent également. Donc, c'est un livre que vous verrez passer tout prochainement. J'ai également reçu La Tour des Dragons, Le Guerrier, le tome 4 de Florian André en auto-édition. Je vous mets ma couverture ici car c'est également une lecture numérique. Et je remercie encore l'auteur pour sa confiance et pour sa service presse. Donc, La Tour des Dragons, je vous en parle déjà depuis un moment. Pour vous faire un bref résumé du tome 1, on suit Robert, qui est un jeune homme de notre monde, qui va être envoyé dans le monde d'Elysium. En fait, il y a quelques années, un portail a été ouvert en France et permet d'accéder à cet autre univers. Cet autre univers, contrairement à nous, est resté dans le Moyen-Âge. Là-bas, on a encore les titres qui sont de mise, donc les comtes, etc. C'était tous les titres de noblesse. Et en plus de nous, ils ont la magie. Donc Robert va être formé comme espion, va être envoyé là-bas dans le but d'intégrer l'académie de la Tour des Dragons et d'ainsi apprendre la magie pour pouvoir en faire bénéficier notre monde également. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc là, dans ce tome, les premiers tomes s'appelaient l'élève, donc là on passe au guerrier. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici Robert a terminé sa scolarité et on va donc le découvrir ce qu'il va faire une fois ses études terminées. Voilà, en tout cas j'ai hâte de me replonger dans cet univers, j'aime beaucoup. Et disons que je suis curieuse de voir ce qui va arriver à Robert par la suite. J'ai également reçu Blue Tattoo de Rodolphe et Pierre-Emmanuel Dequet. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Et c'est aux éditions La Boîte à Bulles. Je vous mets ma couverture ici, c'est une BD. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour notre service presse. Donc, ce qui m'a attiré particulièrement, c'est déjà la couverture. Et quand j'ai lu le résumé, vraiment, je me suis dit, il faut que je découvre cette histoire. D'autant plus que je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Alors je vous lis le résumé. L'incroyable destinée d'Olive Oatman, surnommée la femme tatouée, enlevée par les Amérindiens, puis arrachée à sa famille adoptive pour retrouver la civilisation. Deux chasseurs de primes mènent une traque bien étrange. Ils doivent collecter et détruire le plus possible de livres racontant la destinée d'Olive Oatman. Pour chaque couverture rapportée, ils recevront 5 $ de leur commanditaire. Peter, l'un de ses rabatteurs, sait lire et écrire. La curiosité le pousse à ne pas détruire l'un des exemplaires et à en parcourir le récit. À travers sa lecture, nous découvrons la vie d'Olive Oatman. Enlevée par des Amérindiens, intégrée à une tribu bienveillante, tatouée, puis ramenée de force à la civilisation. Pourquoi leur commanditaire tient-il tant à voir ses livres disparaître? Quel est son lien avec la fameuse femme tatouée? Voilà, donc oui, effectivement, je suis curieuse de voir déjà l'histoire de cette fameuse Olive Oatman et de savoir ce qui est arrivé. Et en plus, je suis curieuse aussi de voir comment la BD va être adaptée car, comme on me dit, apparemment, on veut supprimer tous les livres qui en parlent pour qu'on l'oublie tout simplement. Et savoir qui est ce mystérieux commanditaire, est-ce qu'il a un lien avec elle, tout cela. Donc voilà, c'est une BD que je vais lire tout prochainement et vous allez en entendre parler tout bientôt.
J'ai aussi reçu un magnifique colis des éditions du Héron d'Argent, que je remercie encore. Et je vais d'abord vous montrer les goodies que j'ai reçus avant de vous montrer le livre en question. Donc tout d'abord, j'avais le petit mot merci, voilà, avec édition du Héron d'Argent. Cette fois, j'ai reçu un petit carnet avec l'emblème des éditions du Héron d'Argent. Donc c'est un petit carnet ligné. Ça peut toujours être utile et vraiment, j'aime beaucoup sa couleur, donc merci beaucoup. Et après, il y avait le marque-page. C'est un marque-page, je sais, quand vous le touchez, il y a différentes textures, c'est magnifique. Et là, vous avez les différentes publications de la maison d'édition. Et je vous montre l'autre côté. Vraiment, il est magnifique. Et un second marque-page fait en crochet. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est le tout premier que j'ai en crochet. Et je trouve c'est vraiment sympa, c'est une belle attention. Et ensuite, j'ai reçu différents prints. Donc, tout d'abord, il y a les prints pour leur dernière parution, donc je vous les montre. Même, c'est magnifique, je trouve, ils sont recto verso. Et le dernier, j'ai les prints qui sont en train de se sauver. Voilà. Et avec, j'avais encore des prints que normalement, je crois que ces prints, ils les vendent sur les stands quand ils font des salons, tout ça. Alors là, ils nous en avaient mis également, donc je vous les montre. Celui-ci, je le trouve magnifique, en plus, moi qui adore les chats. Pareil pour celui-là, il est sublime. Celui-ci me fait penser à vraiment un conte de fées, un peu la Belle au bois dormant, j'aime beaucoup. Et celui-ci, j'adore le style de dessin. Donc là, c'est la reine des océans. Et là, nous avons The Steam Dandy. Voilà, c'est juste magnifique. Et en plus, alors, j'avais encore un print avec le livre. Voilà, celui-ci est en rapport avec le livre que je vais vous présenter. Je le trouve aussi super beau. Franchement, j'aime beaucoup. C'est magnifique. Et voici donc le roman. Donc il s'agit du Chant de la Lionne et du Dragon de Mati Madiel aux éditions du Héron d'Argent. Regardez, la couverture est magnifique. C'est vraiment un superbe objet livre. Et à l'intérieur, pour vous montrer, regardez comme c'est fait. Déjà, c'est magnifique la mise en page. Voilà le début. Et les en-têtes de chapitre qui sont juste magnifiques. Et pareil dans les marges, à chaque fois vous avez une petite lune et un petit soleil, c'est juste sublime. Et en plus j'ai eu la chance d'avoir mon exemplaire dédicacé, j'aime beaucoup cette dédicace, c'est vraiment c'est adorable. Et alors ici donc pour revenir à cette histoire, nous sommes sur une réécriture de conte. En fait c'est une réécriture de conte des frères Grimm et on s'inspire ici du conte La Fauvette qui chante et qui sautille. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce conte, car moi personnellement je n'en avais jamais entendu parler. Et alors l'histoire c'est une réécriture de ce conte. Et à la fin du livre on a le conte d'origine. Alors pour le moment je ne l'ai pas lu car je veux vraiment, comme je ne le connais pas, garder la surprise jusqu'au bout. Je compte déjà lire l'histoire et après je découvrirai le conte des frères Grimm. Alors voilà, comme je vous en parle, c'est ma lecture du moment. Donc là, j'ai déjà lu un peu plus d'un tiers du livre et pour le moment, j'aime beaucoup. Et pour vous faire un résumé, ici, on suit Eva, qui est considérée comme une héroïne par son peuple. Car en fait, il y a quelque temps, elle a été blessée par un dragon, mais elle a également, on considère qu'elle a également vaincu le dragon. Eva, pourquoi je dis Emma? Eva n'estime pas vraiment qu'elle doit être considérée comme une héroïne et elle vit avec son père et ses deux sœurs. Un jour, une de ses deux sœurs apprend qu'elle souhaiterait se marier, mais la famille n'a pas une dot suffisante pour permettre ce mariage. Et donc Eva décide de s'engager dans les rangs de l'armée du royaume de la lune, car en fait, oui, son royaume est en conflit contre le royaume du soleil, et ainsi pouvoir collecter la somme suffisante pour la dot de sa sœur. Elle est accompagnée de sa fidèle fauvette, Fauve. C'est on va dire, un oiseau que sa mère lui a donné. Et c'est aussi le seul lien qui lui reste avec sa mère car celle-ci a disparu. Sur un jour, sur le champ de bataille, un chat blanc étrange va apparaître et va éloigner la fauvette donc d'Eva. Et celle-ci va disparaître dans la forêt. Le père d'Eva va donc se lancer à sa recherche, mais lui aussi va disparaître. Eva, ne supportant pas que les membres de sa famille disparaissent les uns après les autres, va donc également se lancer à leur recherche et va tomber sur une étrange lionne.
Voilà tout ce que je peux vous dire pour résumer. En tout cas, moi pour le moment je passe un agréable moment de lecture et franchement comme je ne connaissais pas le conte d'origine, eh bien je suis vraiment curieuse de connaître la suite. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup car je fais un peu des liens avec certains contes que je regardais quand j'étais enfant. Donc voilà, pour le moment j'aime beaucoup et c'est une très bonne lecture. Et je vous en reparlerai donc tout prochainement car oui, comme c'est ma lecture en cours, je pense que je l'aurai fini avant la fin du mois d'octobre. J'ai également reçu le second tome de Tanis, Le démon de la mer morte, de Denis Bajram, Valérie Mangin et Stéphane Perger. Et c'est aux éditions Dupuis. Donc je remercie encore la maison d'édition qui a eu la gentillesse de m'envoyer cette BD. Je vous montre la couverture que je trouve juste sublime. Et pour vous faire un petit résumé du tome 1, on suit Tanis qui a la particularité d'être née avec des cheveux blancs. Ce n'est pas bien vu et les gens auraient voulu la tuer. Cependant, le chaman du village s'y est opposé et a décidé de l'élever, de l'adopter. Et donc Tanis a grandi à part de la société, sauf qu'elle se sent seule. Heureusement, elle peut compter sur son ami Sépi, mais ils doivent se voir en cachette. Un soir, ils vont parvenir à ouvrir la pyramide d'Osiris, qui est le dernier roi Atlante. Et là, disons que les choses vont se corser. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé du premier tome. Ici, donc, on va suivre la suite des aventures de Tanis. Et disons que ce qui s'est passé à la fin du premier tome, j'ai vraiment hâte de découvrir cette BD. Et en plus, d'avoir en papier, je trouve ça génial. Et j'ai déjà un peu feuilleté, je trouve les dessins magnifiques, franchement. J'essaye de vous montrer pour ne pas vous spoiler, mais regardez, si on regarde les planches, elles sont magnifiques, je trouve. Vous voyez, j'aime beaucoup, c'est très coloré, vraiment. Et je me réjouis de découvrir la suite de cette histoire. Et là, pareil, je vais essayer de la lire tout prochainement, donc vous aurez mon avis bientôt. J'ai également reçu un autre livre avec des goodies, donc je remercie encore l'auteur pour sa confiance. Donc d'abord, j'avais aussi un print que je vous ai déjà montré avant avec le livre des hérons d'argent. Pareil, j'avais aussi le marque-page, comme je vous dis, des hérons d'argent avec cette texture vraiment spéciale que j'aime beaucoup toucher. Et là, nous avons le marque-page du livre. Voilà. Donc là, la forme que vous voyez là, ça vous rappelle pas quelque chose. Moi, à peine que j'ai vu ça, j'ai quelque chose qui m'est venu en tête et je crois justement que l'auteur s'en est inspiré pour nous proposer cette histoire. Donc là, voilà, là, c'est le marque-page du livre et là, vous avez l'auteur. Donc vraiment, merci déjà pour ces goodies. Et du coup, voici le roman. Donc c'est The Train, le voyage maudit de Franzo Pizarro aux éditions du Héron d'Argent. Voilà, je vous montre la couverture qui est sublime. Et là, on est sur un thriller. Alors, rappelez-vous, si vous avez vu mes derniers points lecture, j'ai lu cette année deux romans de l'auteur, notamment Ma vie de fantôme et Le papillon de Paris qui a été un coup de cœur. Donc là, pour Ma vie de fantôme, on était plus sur du paranormal, mais également un peu du thriller, de l'enquête. Et dans Le papillon de Paris, on étions sur une histoire historique. Là, on part sur un thriller, donc voilà, je suis curieuse de retrouver la plume de l'auteur et de voir comment il a abordé cette nouvelle histoire. Je vous lis le résumé qui est très court. Un TGV lancé à pleine vitesse, un tunnel qui n'en finit jamais, des passagers qui disparaissent un à un. La réalité vacille et l'horreur commence. Un huis clos magistral, embarqué si vous l'osez. Voilà, donc vraiment ça me fait envie et je suis curieuse de voir ce qui va arriver aux passagers de ce fameux train. Pareil là, le livre m'a été gentiment dédicacé par l'auteur. Voilà, donc vraiment merci beaucoup pour cette attention. Et je vous montre comment ça rend. Là, vous avez aussi des magnifiques illustrations à l'intérieur pour commencer. Et voilà, donc ce que vous aurez en en-tête de chapitre. Et là, vous avez des rails dans les marges et une valise. Donc voilà, je suis curieuse de le découvrir. Et là, c'est une lecture qui fait un peu plus, environ 300 pages. Donc voilà, vraiment curieuse de la découvrir. Et là, je pense qu'en plus que c'est la période idéale pour découvrir ce roman. Donc encore merci à l'auteur pour cet envoi. Et j'ai également reçu La Moisson de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Je vous mets la couverture ici car c'est un livre que j'ai reçu en numérique. Et je remercie encore l'autrice pour sa confiance ainsi que pour l'envoi de ce service presse car vraiment j'ai lu plusieurs de ses romans et j'ai toujours adoré. Et là c'est vrai que celui-ci, dès que j'ai lu son résumé, ça me faisait très envie. Donc je vous lis tout ça.
1962, la famille Laurent abandonne tout pour rejoindre la cité de Rosalmund. Paul, l'aîné de la fratrie, descend au fond de la mine, là où les rumeurs évoquent un enfer brûlant. Daniel, lui, doit faire face à la cruauté de la cour d'école, tandis que Martine découvre que certaines douleurs sont indicibles. Pourtant, au milieu de la poussière et du bruit, une lumière persiste, la solidarité indéfectible d'une communauté. Voilà, donc là on va être plutôt dans le monde minier, donc là pareil, je suis curieuse, un roman historique et franchement connaissant l'autrice, je sais que je vais passer un bon moment, que je vais faire des découvertes et franchement j'ai hâte de me lancer dans cette lecture, donc là pareil, vous la verrez passer tout prochainement, surtout que je pense qu'elle a l'air assez courte ici, je vois qu'il y a noté, elle fait environ 160 pages, donc oui je pense que ça va se lire rapidement et puis comme je vous dis, avec l'Autriche, j'ai jamais été déçue, donc je m'attends à faire des découvertes sur cette époque et en apprendre davantage sur le monde minier. Je vais enchaîner avec mes trouvailles en boîte à livres. Donc disons que ces derniers temps, j'en ai fait pas mal. J'ai visité régulièrement les boîtes à livres et il y avait de belles choses à l'intérieur. Et je dois vous dire que ce qui est rigolo avec les boîtes à livres, c'est que des fois, je prends des livres en me disant bah pourquoi pas, en sachant que c'était des livres que je n'aurais peut-être pas spécialement achetés si j'avais dû me les procurer par moi-même, et là de les avoir sous les yeux, je me suis dit ben pourquoi pas. Donc pour commencer, j'ai trouvé La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je montre la couverture. Et là, je me suis dit, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Je crois qu'il y a eu une adaptation qui a été faite et je me suis dit, mais pourquoi pas. En plus, le livre est assez petit, donc autant le découvrir déjà en version, la version écrite. Et je vous lis le résumé. Inde Semita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Cécile, Julia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'elle est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Voilà, donc vraiment je suis curieuse de découvrir tout ça. Comme je vous dis, il est petit, il fait 200, un peu plus de 230 pages, oui, et c'est quand même assez gros je trouve pour du poche, alors je me suis dit pourquoi pas, et effectivement après tout ce que j'en ai entendu parler, je me suis dit pourquoi pas le découvrir, et puis comme je vous dis, c'est un de ces livres, je pense que je l'aurais pas trop en boîte à livres, je me serais pas vraiment tournée vers lui, mais là de l'avoir sous les yeux en boîte à livres, je me suis dit mais vas-y, pourquoi pas, de toute façon tu l'auras trouvé, et puis si ça ne te plaît pas, bah, tu le remets en boîte à livres. J'ai également trouvé une autre enquête des sœurs Parker. Ici, c'est L'impératrice de cire de Caroline Quinn et c'est aux éditions Bibliothèque Verte. Donc c'est publié chez Hachette et c'est la collection Bibliothèque Verte. Voilà, je vous montre la couverture. Et j'avais beaucoup aimé un livre que j'avais lu avec les sœurs Parker. Alors quand j'en trouve, je me dis mais pourquoi pas. C'est vrai, vu que j'avais apprécié, que ça me fait penser. C'est la même autrice en plus que Alice. Alors pourquoi pas aussi continuer cette série. Donc derrière c'est plus un extrait, j'ai l'impression. Arrêtez, arrêtez, cria une jeune femme dès que débuta le tirage de la tombola. Un agent de police réussit à la faire taire et l'entraîna à l'écart. La fête de charité battait son plein et de la nombreuse assistance ne réagit pas à cette interruption. Je me demande ce que ça veut dire, murmura Anne Parker. Peut-être que cette loterie est truquée, suggéra Lise. Il n'en fallait pas plus pour intriguer les sœurs Parker, mais elles ne savaient pas que ce petit incident allait leur faire découvrir un inquiétant trafic de statues de cire. Voilà, donc une nouvelle énigme, et puis franchement je vous dis, moi j'aime beaucoup ces livres, donc d'en retrouver ça me fait plaisir. Là c'est une lecture qui fait moins de 200 pages, 180 environ, et franchement, en plus c'est les versions, il y avait des illustrations en tête de chapitre, tout ça. Et là, alors ce livre-là, en plus, je ne l'ai jamais lu des sœurs Parker, donc c'est l'occasion de le découvrir, et franchement, il me fait bien envie, surtout que là, c'est beaucoup des énigmes, des choses comme ça, et c'est des petites lectures qui passent toujours bien, je trouve, comme les Alice. J'ai également trouvé un Danielle Steele avec Un parfait inconnu aux éditions Pocket, voilà, je vous montre la couverture. Et les Danielle Steele, alors c'est vrai que j'en trouve beaucoup dans les boîtes à livres, je ne les prends pas tous, j'essaye un peu de filtrer, parce que sinon je vais me retrouver avec des Danielle Steele, mais celui-ci, j'ai lu le résumé, je me suis dit mais pourquoi pas pour le découvrir. En plus, je me suis dit que, étant donné on a des palmiers sur la couverture, je me suis dit que pour une lecture d'été ça pourrait être sympathique.
Alors je vous lis le résumé. Fille unique d'un riche banquier français et d'une marquise espagnole, Rafaela épouse à 18 ans le meilleur ami de son père, John Henry Phillips, tombé fou amoureux d'elle. Après 7 ans d'un bonheur sans nuage, John Henry est victime d'un malaise qui le laisse paralysé à vie. Rafaela se consacre alors entièrement à son mari dans leur belle demeure de San Francisco. Mais sa rencontre inattendue avec un jeune avocat brillant et séduisant lui fait entrevoir la promesse d'un avenir. Rafaela osera-t-elle rêver à un bonheur qui lui semble défendu? Voilà, donc là, le résumé m'a intrigué. Comme je vous dis, cette couverture un peu avec les palmiers aussi m'a attiré. Donc voilà, il s'arrête du Danielle Steele. J'aime bien lire de temps en temps, donc voilà, j'ai craqué. Et maintenant, à voir si j'attends cet été ou l'été dans quelques années pour me lancer. J'ai également trouvé Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket, donc je vous mets la couverture ici. Et c'est vrai que là j'ai été attirée car il s'agit de mythologie grecque et comme je vous le disais, je n'y connais pas grand chose dans tout ce qui est mythologie. Alors tout ce qui peut un peu m'aider à en apprendre davantage, je suis pour. Et là c'est vrai que ce livre, quand il était sorti il y a quelques temps, j'en avais beaucoup entendu parler. Et je crois qu'il y avait aussi Circé qui était sorti de la même autrice. J'en ai beaucoup entendu parler des deux et je m'étais dit, ben, si une fois je les trouvais, ça pourrait être intéressant. Et là, quand je l'ai vu en boîte à livres, ben, j'ai sauté dessus et je me suis dit, ben voilà, ça permettra d'en apprendre davantage sur Achille pour le coup. Et je vous lis le résumé. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille et solidaire et puissant, promis à la gloire des immortels. Mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Voilà, donc oui, je suis curieuse de découvrir cette version et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Achille, même si je connais quelques fondamentaux. Mais c'est vrai que là, de le voir sous forme de roman, je suis curieuse. Alors là, il est un peu plus épais que les autres que j'avais jusqu'à présent. Il fait 470 pages, mais c'est quand même écrit assez grand pour du poche. Donc voilà, je suis curieuse. Et là, je me dis, comme on parle de mycologie, j'associe plutôt ça printemps-été. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal pour l'année prochaine. J'ai également trouvé un autre Danielle Steele, donc la Conte de Fées, aux éditions Les Presses de la Cité. Voilà, je monte la couverture. Et là, je vous avoue que c'est le titre qui m'a d'abord intriguée, ainsi que la couverture, et que j'ai même pas lu le résumé, je l'ai embarqué, donc on va le lire ensemble. Il était une fois dans la vallée de Napa. Calmy Lamennais a grandi en toute quiétude dans le domaine viticole familial en Californie. Ses parents Joe et Christophe, amoureux comme au premier jour, y ont bâti un château dont les vins n'ont rien à envier au Bordelais natal de ce dernier. Après de brillantes études à Stanford, la jeune fille revient au bercail pour aider les siens. Son rêve de toujours. Mais lorsque sa mère gravement malade décède, le conte de fées prend fin. 6 mois plus tard, le père de Camille fait la connaissance d'une mystérieuse et charmante Française. Quelques semaines en sa compagnie suffisent à métamorphoser Christophe, qui décide de se remarier aux grandes dames de sa fille. Lorsqu'il meurt, à son tour, Camille se retrouve à la merci de sa belle-mère qui lui offre un tout autre visage. Franchement, ça me fait penser à Cendrillon. Et c'est là que je suis curieuse de voir comment est-ce qu'on aurait pu ajouter un peu cet aspect conte de fées à cette histoire. Et voilà, du coup, il en fallait pas plus pour me séduire. Ici, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 320 pages. Et c'est écrit grand et aéré vu qu'on est sur un grand format. Mais en tout cas, je suis curieuse et ce Danielle Steele, je vous avoue que je pense que c'est celui qui me fait le plus envie à l'heure actuelle. On reste toujours sur du Danielle Steele. J'ai également trouvé Jeux d'enfants aux éditions Les Presses de la Cité. Voilà, je vous montre la couverture. Franchement, je vous dis, par chez moi, dans les boîtes à livres du Danielle Steele, il y en a tout plein. Alors j'ai quand même un peu trié, mais j'ai pris ceux qui me tentaient le plus. Et là, c'est vraiment aussi cette couverture qui m'a intriguée. Et je vous avoue que voilà, tous ceux déjà que la couverture m'attire, tout ça, je les prends et ça me permettra un peu de déjà lire ceci. Et après, ben, si j'en trouve d'autres, quand j'aurai lu ceci, si j'en trouve d'autres dans les boîtes à livres, eh bien, de compléter avec ceux que je n'ai pas lus. Alors, ici, je vous lis le résumé. Savoir les aimer jusqu'au bout de leurs rêves. Avocate à New York, Kate Morgan ne pourrait être plus fière de ses 3 enfants, qui excellent dans tout ce qu'ils font. Des parcours qui forcent d'autant plus l'admiration que Kate les a élevés seuls après la mort de son mari, leur imposant parfois des choix très éloignés de leurs aspirations. Mais le temps d'un été mouvementé à Manhattan, le petit monde bien ordonné de Kate va voler en éclats. Ceux qu'elle croyait connaître se montrent sous un tout autre jour. Séparation, enfants illégitimes,
Révélation fracassante. Malgré le défi que cela représente, cette mère aimante sera-t-elle capable d'abandonner ses ambitions pour accepter ses enfants tels qu'ils sont? Saura-t-elle leur révéler ses propres secrets pour renouer avec un bonheur qu'elle s'était interdit? Voilà, donc aussi, je pense qu'il y a aussi un peu cette idée de secret de famille, tout ça, et c'est là que je suis curieuse de découvrir ce qui va nous être proposé. Donc là, on est aussi sur une lecture qui fait 320 pages environ, et vraiment, je suis aussi curieuse de le découvrir. Et je ne sais pas, la couverture me fait penser un peu aux soirées estivales, donc je me dis pourquoi pas le garder pour cette période. Toujours en restant avec Danielle Steele, j'ai trouvé aussi La Vagabonde. Et là, donc, la maison d'édition, je pense que c'est du France Loisir, étant donné que c'est... Oui, c'est un hardback. Oui, voilà. C'est un France Loisir, en fait, vous voyez, vous avez une jaquette. Et dessous, le livre est comme ceci, tout simple, en hardback. Je vais juste remettre la jaquette, voilà, pour... Et là, déjà, quand j'ai vu cette édition, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est vrai que, quand j'ai vu la couverture, ça m'a fait penser aussi à une autre autrice, comment ça s'appelle, Marie-Bernadette Dupuis. Ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, à elle. Et je me suis dit, bah, tiens, vas-y, prends-le, en plus d'avoir cette version France Loisir avec la version hardback, pourquoi pas. Et je vous lis le résumé. Audrey a hérité de son père la passion des voyages. Au cours d'un séjour en Europe en 1933, elle rencontre un écrivain et explorateur, Charles Parker Scott, en qui elle reconnaît une âme sœur. Une ardente liaison va les unir, qui leur fera accomplir un vaste périple dans un monde déchiré de la Chine attaquée par les forces japonaises à l'Allemagne nazie et en Afrique du Nord pour une mission dont ils partageront les risques. Mais jalouse de cette indépendance, Audrey consentira-t-elle à fonder un foyer avec ce compagnon d'aventure? Voilà, donc là aussi, en plus, on est dans un récit un peu historique. Je me dis ça peut être intéressant, vu que vous savez que je suis de plus en plus intéressée par tout ce qui est historique. Et là, de savoir que ça se passera, en plus, pendant la période de Seconde Guerre mondiale, je trouve ça peut être vraiment intéressant et j'ai hâte de le découvrir. Donc là, on est sur une lecture qui fait... Ce sont mes numéros de pages, qui fait un peu plus de 400 pages. Et par contre, c'est toujours aussi écrit assez grand, assez aéré. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette lecture et comme je vous dis, d'en apprendre plus sur l'histoire d'Audrey. Et franchement, j'ai aussi eu la grande surprise de tomber sur une saga que j'avais entendu parler à l'époque, que je m'étais pas lancée. Et là, de voir le tout premier tome en boîte à livres, parce que c'est une saga qui a eu différents cycles, et c'est pour ça que j'ai vraiment regardé pour que ce soit bien le premier tome, et je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça peut te permettre déjà de voir si tu aimes cette saga, et si tu souhaites la continuer par la suite, mais je suis tombée sur le premier tome de The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, aux éditions Pocket Jeunesse, en plus en grand format. Moi, je vous montre la couverture. Alors c'est une saga qui a beaucoup fait parler à l'époque. Et franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais allez, ça pourrait te plaire. Et il faut tenter. Parce qu'après, je sais que c'est une saga qui est très longue. Parce que là, déjà le premier cycle, c'est un peu comme la guerre des clans, j'ai envie de dire, il y a eu des cycles, fait 6 tomes. Et après, il y a les origines, j'ai 3 tomes. Et après, il y a encore eu les Renaissances. Là, j'ai 2 tomes. Mais après, je crois qu'il y en a eu beaucoup plus que cela. Donc c'est pour ça que... déjà voir avec ce premier tome si j'adhère à l'univers. Et je vous lis le résumé. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et, détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre, une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc oui, alors je vous avoue, en plus je savais pas vraiment de quoi ça parlait, alors là de me dire que on parle de forces démoniaques et de chasseurs de démons, d'ombre on va dire, ça m'attire d'autant plus et franchement ça peut me plaire, donc voilà, à voir, et franchement c'est une belle découverte de l'avoir trouvé en boîte à livres. Donc là on est sur un livre aussi, c'est quand même une belle bricasse, il fait plus de 550 pages, 570 pages. Après, c'est écrit très grand et aéré, ça reste du pocket jeunesse, donc je me dis, ça, si je suis prise dedans, ça va se lire très vite. Mais en tout cas, vraiment contente de la retrouver en boîte à livres, et du coup, ça me permettra de voir si cette saga me convient ou pas. Et là, on arrive avec le dernier Danielle Steele que j'ai à vous présenter pour ce que j'ai trouvé en boîte à livres. Il y a d'autres livres encore, mais pour les Danielle Steele, c'est le dernier. J'ai également trouvé les Whytier, donc toujours aux éditions Les Presses de la Cité. Après, je vous avoue que moi, comme qui aime beaucoup les grands formats, si je peux trouver des Danielle Steele en grand format, j'aurais plus tendance à les
contre que des poches. Après, même les poches, si j'en trouve des où les couvertures me parlent, j'y vais. Mais les grands formats, c'est vrai que comme je suis plus adepte de ce format, eh bien, si j'en vois, quand même, c'est plus compliqué de me décider et de me dire, ah mais le grand format quand même, tu seras plus à l'aise pour le lire que le poche, alors souvent je craque. Donc ici, en plus, je me rends compte que c'est une lecture qui peut bien passer pour l'hiver, car si je vous montre ici, vous voyez, on est sur il y a de la neige, donc je me dis ça pourrait être une lecture que je pourrais faire aussi prochainement. Et je vous lis le résumé. Chaque famille a ses blessures et ses secrets. Comme chaque hiver, Preston et Constance Whittier quittent New York pour un séjour en amoureux dans les Alpes. Mais cette année, l'escapade romantique tourne à la tragédie lorsque le couple est emporté par une avalanche. Dévastés par le chagrin, leurs 6 grands enfants se retrouvent dans la maison de famille en quête de réconfort. Confrontés au devenir de cette demeure splendide qui renferme leurs souvenirs. Ils doivent également faire face à leurs problèmes d'adultes. Encore un mariage qui bat de l'aile et entre un mariage qui bat de l'aile et l'autisme du petit dernier, tous doivent se soutenir. Car dans l'épreuve et dans la douleur, qui mieux que la famille peut penser les cœurs. Voilà, donc oui, je pense qu'effectivement on va nous parler d'un drame, mais après ça va être intéressant de voir comment les enfants de cette famille vont se reconstruire, et là je me dis oui, ça peut être une bonne lecture en période des fêtes, étant donné qu'on parle quand même de vacances dans les Alpes, et qu'on voit ce paysage avec de la neige. Donc ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 320 pages, et pareil pour le style d'écriture, grand et aéré. Donc à voir, je suis en train de préparer ma pile à lire de l'hiver, donc je veux déjà voir ce que j'arrive à glisser dedans, mais si il me reste encore de la place, pourquoi pas y glisser celui-ci. Un autre livre sur lequel je ne me serais peut-être pas retournée en temps normal, mais là de la retrouver en boîte à livres, je me suis dit mais pourquoi pas. Il s'agit de Lié par la vie de Laetitia Milo aux éditions J'ai lu. Voilà, donc déjà le fait d'avoir un châle sur la couverture, je me suis dit pourquoi pas, et d'autant plus avec le résumé qui nous est proposé. Et là vraiment, je suis curieuse aussi de découvrir cette histoire. Je vous lis du coup le résumé. Lucie, championne d'équitation en lice pour les JO, est victime d'un accident qui la laisse handicapée. Lâchée par son fiancé, elle doit s'armer de courage pour ne pas désespérer et mener à bien sa rééducation. Marc, un admirateur, entre alors en scène. Il est présent pour Lucie au quotidien, confident, ami, attentif et dévoué, qui l'aide dans cette épreuve. Mais lui aussi porte un lourd secret. Voilà. Donc vraiment, je suis curieuse de découvrir déjà sans lien avec le monde du cheval, et aussi de voir comment cette jeune femme va se reconstruire, et donc cette amie qui va se dévoiler, voir ses secrets, tout ça. Et franchement, je suis curieuse. Donc là, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 300 pages, et même pour un poche, je trouve il est assez grand. Donc voilà, je suis curieuse, et comme je vous dis, c'est un livre, je ne me serais pas forcément retournée dessus, ou si j'avais dû me l'acheter et que je n'aurais peut-être pas envisagé, mais là, de le voir en boîte à livres, je me suis dit mais pourquoi pas, surtout que j'aime tout ce qui est un peu histoire avec des chevaux, et là en plus si on parle d'accident, d'handicap, je suis curieuse de voir comment tout cela a été amené. Alors là j'ai aussi fait une découverte, j'ai trouvé 2 livres de la même autrice, et je vous avoue que ceux-là, je les avais vus passer à l'époque, et je m'étais dit mais ça pourrait être intéressant, et de les trouver en boîte à livres, je me suis dit c'est bon, vous repartez avec moi. Donc le tout premier c'est Minute Papillon d'Aurélie Vallogne, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Et c'est vrai que ces livres, ou plutôt l'autrice Aurélie Vallogne, j'avais vu plusieurs de ses romans et je m'étais dit, il faudrait que je teste pour voir si j'appréciais. Là, de les avoir retrouvés, eh bien, voilà, je me suis dit que j'avais pas mal de chance cette fois-ci. Donc je vous lis le résumé. Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée. Colette et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie. Voilà, donc ça aussi je suis curieuse de découvrir, car je me dis effectivement cette femme va vivre des choses qui vont être très compliquées pour elle, et ce nouveau travail pourrait peut-être amener des choses inattendues, et c'est pour ça que je suis curieuse de le découvrir. Là on est sur une lecture qui fait 300 pages aussi, et qui est assez grande, et oui je me dis mais ça peut être très intéressant, et je pense que ça peut être aussi une histoire assez touchante. L'autre livre d'Aurélie Vallogne que j'ai trouvé, il s'agit d'Au petit bonheur, la chance, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture.
Et celui-là, je vous avoue qu'il me faisait très envie, c'était celui-là que j'avais repéré en premier. Et là, de l'avoir trouvé, je me suis dit, mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc je vous lis le résumé. 1968. Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été, pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser et en attendant le retour de la mère du petit Jean. Ensemble, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une histoire pleine de joie et d'émotion. Oui, alors là, je pense que cette histoire avec ce petit garçon qui va se retrouver à devoir vivre chez sa grand-mère, je pense que ça va être une histoire pleine d'émotions et vraiment c'est ce livre-là qui m'avait attirée pour cette histoire en fait, l'histoire de voir la grand-maman qui va devoir vivre avec son petit-fils et voilà, je suis vraiment curieuse. Là, on est sur une lecture qui fait un peu plus, environ 370 pages et voilà, là je suis vraiment curieuse et je me dis, étant donné qu'il y a des fleurs, je me dis que ce serait une lecture pas mal pour le printemps. Et une autre bonne découverte en boîte à livres, je suis tombée sur le premier tome de Rosen, de Laetitia Danae aux éditions J'ai lu. Voilà, je vous montre la couverture. Et c'est vrai que je l'avais en numérique, et là de le voir en papier, je me suis dit, mais tant qu'à faire, prends-le en papier, comme ça tu pourras le lire en papier, et si ça te plaît, et bien pour avoir le deuxième tome, et bien tu peux soit le racheter sur Vinted, ou aller régulièrement à la boîte à livres où tu l'as trouvé, peut-être que quelqu'un déposera le tome 2, ne sait-on jamais. Mais en tout cas, j'étais vraiment contente car c'est vrai que celui-ci je l'avais en numérique et du coup ça me permet de l'avoir en papier. Donc je vous lis le résumé. Je n'ai jamais demandé à naître Jean. Être comme moi, c'est l'assurance de mener une vie d'incertitude. La discrétion est devenue une seconde nature pour nous. Et pourquoi? Pour échapper à des êtres vicieux, avides de ce qu'ils ne peuvent obtenir autrement que par la force. Razen Kaplang est une princesse Gjin. Une magie ancestrale coule dans ses veines. Pour cette raison, et durant de longues années, ses ancêtres ont souffert de la domination des Dagnir. Depuis, la paix a été rétablie, une paix au goût amer et incertain. Afin de tirer un trait définitif sur ce douloureux passé, une union entre princesse et prince héritier est envisagée. Mais peut-on se fier à un peuple qui a maintenu le vôtre en esclavage pendant des siècles? Rosen devra choisir entre la résignation, la fuite ou la rébellion. Voilà, donc j'ai plusieurs livres de Laetitia Danae dans ma pile à lire, mais je ne l'ai encore pas lu. Et du coup, je me dis que ce livre peut vraiment être, je le vois ça comme quelque chose un peu d'oriental. Et je me dis que ça peut être, oui, de fantaisie orientale, et je me dis que ça peut être un livre qui passe tout à fait en été. Et bon, alors là, il fait environ un peu plus de 470 pages, c'est écrit quand même assez grand. Et comme je vous dis, ce sera l'occasion de découvrir Laetitia Danae. Alors, est-ce que je vais commencer par celui-là ou un des autres que j'ai dans ma pile à lire? Mais il faudrait vraiment que je me tourne vers cette autrice. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs livres qu'elle a sortis qui me font très envie. Là, j'aurai Rosen en papier et j'ai encore une autre de ses sagas qui est dans ma pile à lire. Et j'ai également trouvé le premier tome de 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson et c'est aux éditions Gallimard, si je ne dis pas de bêtises. Où c'est que c'est noté? Oui, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, je vous montre la couverture. Alors, je vous avoue que ça, c'est un livre que j'avais vu passer à un moment donné. Et là, de le retrouver en boîte à livres, j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et alors, je sais qu'il y a 2 tomes, alors je me dis, voilà, pareil, voir déjà le premier tome, ce que j'en pense, et après, pourquoi pas essayer de trouver le deuxième tome, voire peut-être retourner dans la boîte à livres, en espérant y trouver le second tome. Donc, je vous lis le résumé. Ginny découvre à la mort de sa tante adorée 13 petites enveloppes bleues, comme autant de signes dans un jeu de pistes. Voilà la jeune américaine partie pour un grand voyage à travers l'Europe, à Paris, Londres ou Rome, l'attendent la vie et l'amour. Un parcours initiatique drôle, romantique et émouvant. Voilà, donc là je pense que ça va être aussi une histoire avec du voyage, et je pense qu'effectivement ça va être une histoire touchante, et je me la garde, je pense, pour la période du printemps, je pense qu'elle peut vraiment aller à ce moment de l'année. Et la dernière trouvaille que j'ai faite en boîte à livres, c'est une BD. Je suis tombée sur le tome 3 de Margot, l'enfant bleu. La grande faucheuse, c'est de Dim Burton et c'est aux éditions Glénat. Je vous montre la couverture. Alors après, je vous avoue que je me suis dit que pourquoi pas le prendre en me disant, tu le lis, tu regardes si justement tu comprends quelque chose, même si tu n'as pas lu les autres tomes, et dans le pire des cas,
tu le remets en boîte à livres. Donc là aussi c'est une lecture que j'aimerais bien faire prochainement vu que c'est en plus une BD assez courte. Hein. Et si je vous lis le résumé, il y a noté août 1572, l'ombre de la grande faucheuse plane au-dessus du royaume de France. Margot, l'enfant bleu, reviendra-t-elle à temps d'Italie pour empêcher le terrible massacre prévu par Catherine de Médicis? Sauvera-t-elle de la mort l'enfant ailé? Cet étrange bébé surgit dans sa vie comme un rappel de son propre destin. Voilà, donc oui, comme je vous dis, moi c'est surtout le titre qui m'a attiré, la grande faucheuse, et je suis curieuse de découvrir l'histoire. Donc si je vous montre juste les planches, ou pardon, j'ai tapé dans le trépied. Voilà, si je vous montre juste un peu le style des planches, franchement ça m'a déjà attiré. Et en plus c'est une BD qui a l'air très très courte, elle fait même pas 50 pages. Alors je me dis voilà, si au pire j'arrive quand même à comprendre la grande partie de l'histoire, même sans avoir lu les autres, ça me permettrait d'avoir lu ce tome avec la faucheuse. Et ensuite, de toute façon, je vais le redéposer en boîte à livres pour permettre à d'autres de le découvrir. Et on va arriver à la dernière partie de cette vidéo avec les livres que j'ai reçus en cadeau. Et là, déjà, c'était surtout des livres que j'ai reçus encore pour mon anniversaire. Tout d'abord, il y a mon chéri qui m'a fait une belle surprise, en fait. Il m'a dit un jour que on voulait aller faire des courses dans un village et en se rendant là, bien sûr, on passait devant une boîte à livres où je m'arrête régulièrement et où je fais de belles trouvailles. Sauf que il m'a dit qu'on allait s'arrêter à la boîte à livres et disons qu'il avait caché des livres qui étaient dans ma wishlist que lui-même avait acheté dans la boîte à livres pour que ça me fasse une belle surprise. Au cas où il a filmé le moment, je vous le mettrai, donc juste au cas où le format d'image va changer car lui il a filmé en format portrait. Voilà. Et du coup je vous laisse avec cette découverte. Ah ça vient. C'est la suite que je voulais. D'accord, bah, ça tombe bien. Ah ça vient. Ça aussi, ça vient. C'est le tome 2 que je cherchais. Sérieux? Oui. Ah, dis donc, t'as bien fait de venir. Pas Daniel Steele. Je crois qu'il va venir aussi. Ouais. Là, il y a Dawn. Il y a Marshall Craft toujours. Ah, il y a Natacha. J'ai mis la tresse ici. Là, il y a Lou de Vanier, mais je sais pas si je l'ai. Ah, bah. Ah, putain, celui-là aussi, je le veux. Oh, là, tu bientôt plus de place pour Stanley. Ah, sinon, donne-la, je les pose là. Ah, c'est bon, c'est. Mais ça, je vais pas prendre Lou. J'ai déjà. Non, mais tu vois, ça, c'était tout dans ma wishlist. Hein. Ça tombe bien. Ah, il y a Nora Roberts. Et donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, je vais trouver 3 livres que mon chéri m'a offert, plus un livre qui était dans la boîte à livres. Et moi, j'ai redéposé un livre de la tresse, en fait, car je l'avais trouvé en double exemplaire dans une boîte à livres. Alors, le premier que j'avais trouvé était en moins bon état. J'ai gardé celui qui était en meilleur état, et le deuxième, je l'ai ramené en boîte à livres, tout simplement. Donc, dans les livres que chéri m'a gentiment acheté pour mon anniversaire, donc encore merci mon chéri, il y avait Le Labyrinthe, donc le tome 2, le Labyrinthe, le Rivage des survivants, donc là c'est le livre 2 de James Dashner aux éditions Pocket Clunes. Je vous le montre et vous voyez, il a dit reflet, il est magnifique. Alors là, si mes souvenirs sont bons, l'histoire se passe bien des années après le Labyrinthe et on va suivre les survivants qui vont se rendre en fait sur les vestiges du labyrinthe. Voilà, c'est ce qui me semble que je me rappelle car je n'ai pas lu encore le livre 1, je n'ai pas encore lu Le Rivage des survivants et je crois que j'ai vu que le tome 3 est prévu pour fin d'année. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion encore attendre le tome 3 pour enchaîner avec cette suite. Mais en tout cas, j'avais adoré la trilogie du labyrinthe, les 2 préquels qui étaient proposés aussi, il y avait 2 préquels. Et franchement, je me dis que quand j'aurai encore cette trilogie-là complète, ce sera l'occasion de faire une grosse relecture de toute la saga et de me replonger dans cet univers que j'ai beaucoup aimé. Et là, surtout, aussi de savoir ce qui arrivait après la trilogie que nous connaissons tous. Chéri m'a également offert le second tome de Noblesse Oblige. Donc là, c'est Liberté Oblige de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Voilà, je vous montre la couverture ainsi que le magnifique jaspage. C'est vrai que ce livre me faisait très envie, car ici, dans le premier tome, en fait, on sait que la Révolution française n'a pas eu lieu, tout simplement. Et à l'heure actuelle, nous sommes gouvernés par le roi Louis XXI. Donc la noblesse existe toujours.
Et on va dire qu'on a quand même un certain niveau de technologie. Et pour quand même maintenir le peuple, on va dire, en intérêt, une émission de télé-réalité est organisée où c'est que des gens qui ne sont pas de la noblesse pourront intégrer la cour. Et on va les suivre là-dedans. Donc voilà, tout ce que je me rappelle du premier tome. Et là, dans cette suite, je suis vraiment contente que je vais pouvoir les enchaîner. Et je trouve le tome 2 me paraît plus épais que le 1. Ici, on est sur un tome qui fait plus de 500 pages. Et c'est écrit quand même assez grand, mais oui, alors franchement, ça me fait envie. Et j'espère le lire prochainement. Surtout que je crois que c'est une duologie. Donc comme ça, j'ai la saga complète. Et je pourrais droit l'enchaîner. Et franchement, ça me hype. Vous n'imaginez pas à quel point. Mais il faudrait que je regarde si j'arrive encore à glisser le tome 1 dans une pile à lire pour l'hiver, ou sinon ce sera reporté à l'année prochaine. Et Chéri a eu la gentillesse de m'offrir un livre que je vous parle depuis un certain temps, que je vous dis que chaque fois que je le veux, je ne trouve pas la bonne édition. Et bien là, il m'a pris donc le second tome des Couronnes de Nyaxia, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark dans la catégorie, dans la collection Lost Kingdom. Voilà. Je monte la couverture qui est magnifique. Alors moi je voulais le brocher. Et si vous avez suivi toute la petite histoire, aux Imaginales il y avait la maison d'édition, mais ils vendaient que les reliés. Et moi je voulais pas le relier. Et pareil, tout partout c'est que j'allais, je ne trouvais que la version reliée et non pas la version brochée que je voulais. Donc là, Chéri me l'a pris dans la bonne édition. Donc encore merci mon Chéri. Et là, juste pour faire un résumé, on est sur une romance ici. On suit une jeune femme, Oraya, qui a été recueillie, elle est humaine, elle a été recueillie par le roi des vampires. Donc les vampires n'osent quand même pas s'attaquer à elle, mais ils lui font bien comprendre que pour eux, elle n'est que de la nourriture. Et va arriver un jeu qu'on nomme le Keijari. Et celui qui remporte le Keijari, eh bien, peut demander un sceau à la déesse. Oraya va y participer en ayant pour but de pouvoir demander l'immortalité. Et pour cela, elle va aussi devoir s'allier à un autre prince vampire pour participer au jeu. Voilà tout ce que je sais. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une belle bricasse. Il y a des illustrations aussi à l'intérieur. Je ne vais pas vous les montrer pour pas vous spoiler, mais il est magnifique. Si je vous montre juste les en-têtes de chapitres, ou voilà, les parties comme elles sont illustrées. Vous voyez, c'est super beau. Et les en-têtes de chapitres, c'est la même chose. Mais il est super gros. Il fait plus de 750 pages. Donc vous voyez, c'est une belle bricasse. Le tome 1, il était déjà gros, mais je ne sais pas combien il faisait. Et disons que là aussi, c'est une histoire, c'est un peu comme Le Pont des Tempêtes. C'est une saga de, il va y avoir je sais pas combien de tomes, peut-être 5 voire 6. Et en fait, les deux premiers tomes sont sur un couple. Le tome 3 et 4 sur un autre couple. Donc là, en ayant le tome 1 et 2, je vais pouvoir me lancer sereinement dans l'univers en sachant que j'aurai l'histoire du premier couple. Voilà. Mais il me semble que c'était ça, que c'est un peu le même système. Et du coup, là, je me dis que pour l'automne, voire même l'hiver, ça peut être une lecture vraiment très intéressante et qu'il faut que je me lance, surtout que là on est dans un monde avec des vampires et vous savez qu'en ce moment je suis à fond sur les vampires. Et mon amie Louise du compte Instagram Louise Titting, que je vous mettrai dans la barre d'infos, m'a aussi envoyé quelques livres pour mon anniversaire, donc encore un grand merci Louise. Tout d'abord, elle m'a envoyé un livre qui me faisait très envie depuis qu'on a annoncé qu'il allait sortir, et quand j'ai vu la couverture je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, en plus c'est ma couleur, il est en violet, il me le faut. Donc Louise m'a offert le second tome d'Agence Perdido, donc le tome 2, Le Musée Effacé de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Regardez-moi cette beauté, vu que c'est l'édition collector, il brille. Et le magnifique jaspage, mon Dieu, mais c'est magnifique. Et vraiment, il me fait très envie. Donc là, pour rappel, Agence Perdido, on est dans un monde où les croque-mitaines sont parmi nous. Et les croque-mitaines dérobent des objets que l'on a oubliés, voire même des fois des personnes. Voilà, donc je suis vraiment curieuse. Le tome 1 est dans ma pile à lire, il est par là. Et franchement, fait d'avoir ce tome 2, j'ai vraiment envie de me lancer dans cette saga car je trouve ça magnifique. Et franchement, j'entends de très bons retours. Donc voilà, vraiment merci Louise, car tu n'imagines pas quel point il me fait envie. Et c'est vraiment, ce livre est une pépite déjà. L'objet livre est super beau, magnifique. Et d'avoir un livre en plus dans mes couleurs violet, je suis super heureuse. Et pour terminer, mon amie Louise m'a également offert le tome 4 de A Silent Voice de Yoshitoki Oyama aux éditions Kiun. Donc c'est le tome qui me manquait pour avoir la saga complète. Et comme ça, eh bien, je vais pouvoir me lancer dans cette série de manga. Il y en a 7, il me semble. Et ici, si mes souvenirs sont bons, on suit
un personnage ou une protagoniste qui est sourde et qui va subir des moqueries de la part d'un élève, et par la suite ils vont se retrouver et je crois que cet élève aussi regrette ce qu'il lui a fait subir. Donc on va voir comment ils vont se retrouver, comment la situation va évoluer. Donc je suis curieuse de voir comment tout cela est amené. Et franchement, merci beaucoup Louise, car comme ça tu m'auras permis d'obtenir la saga complète de ce manga et de pouvoir commencer. Après on est sur un style de dessin, je vais vous montrer juste le début un peu dans ce style là, donc j'aime beaucoup. Et vraiment je suis curieuse de voir comment cette histoire va nous emmener tout simplement. Et comme je vous dis, c'est en 7 tomes, donc si je suis prise dedans, je pense que je vais les enchaîner. Comme ça me fera une série de mangas de lus. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi certains de ces livres dans votre pile à lire ou dans votre wishlist, ou si vous en avez lu certains. Vous pourrez peut-être me donner envie de les sortir plus rapidement de ma pile à lire. Ou dites-moi si vous avez aussi reçu des livres récemment. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, donc là on est sur un gros beau call, mettez-moi l'emoji avec les 3 livres empilés, ou bien si il y a un livre qui vous a particulièrement plu, essayez de trouver un emoji en lien avec ce livre. Je sais pas, pour Agence Pertisa, mettez-moi un emoji violet, ou pour les couronnes d'Onyxia, mettez-moi un vampire, un démon, pour The Mortal Instrument, voilà, laissez parler votre imagination et faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. Sinon comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.